Bienvenue à ce cours qui porte sur les modèles d'organisation de première ligne. C'est un honneur pour moi de vous présenter ce séminaire. J'ai une expertise spécialisée sur l'organisation des services de première ligne. Alors, le cours d'aujourd'hui a 4 objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'identifier c'est quoi les enjeux contemporains pour développer un service de première ligne. D'avoir une idée, c'est quoi les différents modèles de performance des services de première ligne. Le troisième objectif, c'est vraiment d'identifier ou de mieux connaître quelques innovations pour améliorer les services de première ligne. Et on va terminer par analyser le modèle des groupes de médecine familiale au Québec, puis on va discuter de cet aspect-là ensemble sur notre forum de discussion. Alors, c'est quoi des services de première ligne? On dit souvent c'est la porte d'entrée du système. Puis les écrits sont assez éloquents, puis depuis plus de 20 ans, on est tous d'avis, il y a un grand consensus dans la littérature scientifique que les services de première ligne, quand ils sont bien coordonnés, ça entraîne une performance du système de santé, ça permet une meilleure redistribution des ressources, une plus grande équité des services. Alors, on est tous d'avis que c'est une des solutions, une des clés pour avoir une performance d'ensemble du système de santé, c'est vraiment d'avoir une première ligne coordonnée, intégrée au reste du système. Souvent aussi, on revient avec ces concepts-là, puis j'imagine que dans les différents séminaires, on va vous parler d'accessibilité, continuité, globalité, coordination. C'est tous des attributs pour améliorer vraiment d'un service de première ligne. D'abord, il faut être capable d'y avoir accès. Est-ce qu'on est affilié à soit un médecin de famille ou une équipe de première ligne dans la communauté? La communauté, on parle souvent qu'on fait la distinction avec des services en établissement, services hospitaliers, où on a les services de réadaptation. Alors, vraiment, la première ligne, qu'on dit que c'est des services communs, puis qui demandent beaucoup de prévention, prise en charge. Et maintenant, avec les développements ou la plus grande prédominance des maladies chroniques, le meilleur endroit pour être suivi, c'est vraiment en première ligne. Alors, si on revient un peu d'histoire, on en a parlé au premier cours, mais c'est toujours bien de se rappeler les grandes lignes. Au Québec, on était vraiment un exemple, une sommité internationale avec la création des centres locaux de services communautaires, les CLSC, qu'on appelle toujours, mais on entend aussi beaucoup parler dans les médias actuellement. À l'époque, en 1970, c'était vraiment avant-gardiste d'avoir l'idée d'une part, permettre aux médecins de famille de travailler sur un forme salariale, d'être employés d'une organisation de première ligne. Et ce qui était surtout novateur, c'était de dire, bien, avec les médecins, on va créer une équipe multidisciplinaire qui va travailler en collaboration en première ligne pour s'adresser à des problématiques de santé, mais aussi des problématiques sociales. Alors, vraiment, au Québec, on est une des seules provinces, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, au niveau des CLSC, on a mis en place dans les années 1970 en voulant... La vision, c'était que ce serait la porte d'entrée de notre système de santé. Tout le monde aurait un médecin de famille, serait affilié à un CLSC. Mais malheureusement, l'histoire a démontré que la vision des CLSC de l'époque ne s'est pas concrétisée dans le sens que ça n'a pas été le modèle prédominant de pratique des médecins. En réaction à ce modèle-là, il y a 147 CLSC qui ont été créés, mais un vaste réseau de cliniques médicales privées qui s'est développé en parallèle, autour de 800 cliniques privées. On dit le mot privé, mais il faut bien comprendre que le financement est public et c'est bien les organisations qui sont privées. Le financement est public dans le sens que la grande majorité des médecins de famille qui pratiquent dans ces organisations, dans ces cliniques privées, sont rémunérés par la RAMQ. Alors, leur salaire, c'est à l'acte, mais via un seul organisme subventionnaire qui est la Régie d'assurance maladie du Québec. Pourquoi ce réseau s'est développé en parallèle? Mais beaucoup, on dit que c'est une réaction au modèle de salariat. On souhaitait, les médecins plutôt, souhaitaient avoir un modèle de pratique sur une gouvernance médicale. Ils souhaitaient garder le privilège d'être travailleurs autonomes. Alors, c'est vraiment en réaction à ces attributs-là que des cliniques médicales privées se sont développées. Et ce qui est particulier, c'est beaucoup des modèles très, une gouvernance médicale, mais aussi ça implique peu d'autres professionnels. Alors, c'était soit des médecins en solo ou quelques médecins qui se regroupaient avec une secrétaire, puis ils offraient une offre de service de première ligne. Alors, ils suivaient des patients et il y avait leur pratique et il y avait les modèles CLSC en parallèle. Dans les années 2000,
OK, on a fait un rapport, le rapport de la commission Claire, qui a fait un certain diagnostic de nos systèmes de santé. Puis les principaux constats qui est sortis, c'est qu'on avait un système de santé très, très fragmenté, isolé, dont notamment les cliniques médicales étaient peu intégrées au reste du système. Et c'est à ce moment-là que l'idée des groupes de médecine familiale est née. On a proposé de développer ce modèle-là et au début des années 2000, il y a eu la naissance des groupes de médecine familiale. Ce qui est nouveau avec les groupes de médecine familiale, en fait, c'était qu'on proposait un financement, si on voulait dire un financement, moi j'appelle ça un financement mixte, c'est qu'on allait greffer dans les cliniques médicales privées on ajoutait un financement pour de l'espace, de la technologie de l'information, modèle secrétariat, en échange d'une offre de service négociée. En fait, l'idée, c'était de permettre un groupe de médecine familiale. Fait que la recommandation, c'est qu'on ait une pratique de groupe entre médecins et aussi on intégrait des nouveaux professionnels comme les infirmières. Puis le nombre d'infirmières était pondéré selon l'inscription de la population. Alors, les groupes de médecine familiale, ce qu'ils ont amené, c'est vraiment, on leur demandait de se rassembler et d'avoir une infirmière. Alors, ça semblait, ici, on fait, mais actuellement, 15 ans plus tard, on ne fait plus vraiment la distinction, dire, une infirmière dans une clinique médicale, ça fait plus de sens que, là, 20 ans, ça demandait un changement de pratique important. Alors, puis ce qui est arrivé aussi avec les groupes de médecine familiale, une nouveauté, c'était vraiment, on a ajouté le modèle d'inscription. L'inscription formelle à un médecin de famille, c'est un concept qui n'était pas présent. C'est vraiment arrivé avec les groupes de médecine familiale. L'idée, c'était de formaliser un lien entre un médecin de famille et un patient en faisant une inscription formelle. Et il y avait des nouveaux modèles de rémunération qui étaient attachés aussi, qui étaient inspirés des modèles de capitation, qui étaient vraiment, prenez en charge une population inscrite et ça va donner un lien de fidélité. Puis pour cette clientèle inscrite, on insistait pour avoir une offre de services plus globale, pas plus globale, des heures étendues et un travail de collaboration avec l'infirmière. Alors, on a mis en place les groupes de médecine familiale et tout récemment, on pourra en reparler plus tard, on entend actuellement qu'il y a les travailleurs sociaux qui arrivent de manière éminente dans les groupes de médecine familiale, qui est encore d'aller un peu plus loin dans une équipe interdisciplinarité. Alors vraiment, au Québec, on a les CLSC, on a les cliniques médicales, on a les groupes de médecine familiale, qui est un nouveau modèle qui s'appuie sur des caractéristiques d'interdisciplinarité, d'un financement additionnel pour l'inscription. Notez que l'inscription formelle à un médecin de famille, avec certains incitatifs de prise en charge, ont été mis en place au tournant des années 2002 et ces incitatifs ont été ouverts à tous les médecins de famille, indépendamment qui pratiquent dans les groupes de médecine familiale ou autres modèles en 2009. Alors maintenant, l'inscription avec ces incitatifs n'est pas une exclusivité comme au départ au groupe de médecine familiale, mais toutefois, c'est sous le nombre de patients inscrits à ces différentes cliniques qui est pondéré pour avoir le nombre d'infirmières et les ressources. Par exemple, on peut avoir un groupe de médecine, un GMF qui inscrit 8000 patients. Les ressources et les incitatifs vont être fonction du 8000 patients versus un groupe de médecine familiale qui a une inscription de patients de 24 000 patients. Et peut-être qu'il est intéressant d'ajouter, c'est récemment avec les nouveaux travaux, on pondère la population, si vous voulez, pour la lourdeur et tout récemment dans les propositions, selon la localisation du patient si elle habite des territoires défavorisés. Je pense qu'on a des avancements à ce niveau-là. C'est intéressant de voir, on se lie, on est responsable d'une clientèle définie, puis on la définit selon l'inscription. Bon, c'est sûr que quand on inscrit, on dit qu'on limite notre offre de service à cette inscription-là. Il peut y avoir des effets pervers. Est-ce qu'on offre des services aux gens non affiliés à notre clinique? Alors, c'est tout le débat. Puis il est encore plus vif actuellement dans les médias quand on entend les CLSC qu'il faut que les médecins augmentent leur productivité. Le docteur Barrette nous réaffirme souvent que les médecins en CLSC n'ont pas inscrit suffisamment de patients et il y a des incitatifs et des changements qui s'en viennent, du financement pour les médecins en CLSC selon le nombre d'inscriptions. Alors, on pourra en rediscuter, mais c'est vraiment des attributs qu'on joue pour améliorer les organisations de première ligne.
Alors, on a parlé des groupes de médecine familiale, puis qui s'appuyaient sur des différentes caractéristiques. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un excellent article que j'ai écrit sur les groupes de médecine familiale et leurs caractéristiques dans Healthcare Policy. Alors, on va pouvoir en reparler puisque la discussion va porter sur une analyse du modèle du groupe de médecine familiale. Le groupe de médecine familiale au Québec s'appuie sur des caractéristiques souhaitées, une vision. Chaque province à géométrie variable tente de mettre en place des nouveaux modèles de pratique. Par exemple, en Ontario, sont très avant-gardistes sur une variété de modèles de première ligne, même que c'est très difficile de comprendre les distinctions. Il y a plus de 10 modèles différents. Ils ont des modèles qui ressemblent au CLSI, ils ont des modèles qui ressemblent au groupe de médecine familiale, mais ils ont différents autres modèles. Souvent, on caractérise l'Ontario par alphabétique sous, parce que c'est vraiment un modèle d'alphabet, il y en a énormément. Tandis qu'il y a d'autres provinces comme l'Alberta, où il y a peut-être un modèle qui se dessine. Mais toutes ces provinces-là, même les États-Unis, les autres pays, souhaitent aller de l'avant vers des caractéristiques communes, des objectifs souhaités. Et un des objectifs souhaités, puis tout le monde y adhère, dont le Collège des médecins de famille du Canada, c'est vraiment le concept Patient Center Medical Home. Je vous invite vraiment à lire, je vous ai mis quelques références, mais c'est vraiment des attributs souhaités d'une première ligne. Il y a 10 caractéristiques qui fait en sorte de ce modèle-là. En fait, une des premières caractéristiques, c'est que les soins sont vraiment orientés vers les besoins du patient. Aussi, ce modèle-là, il s'appuie vraiment à avoir une affiliation avec un médecin de famille. Bon, je pense qu'on pourrait éclater ça vers aussi ou une infirmière praticienne. Mais vraiment, moi, ici, c'est beaucoup promu par les collèges des médecins, mais l'idée, c'est d'avoir une affiliation avec une personne qui nous suit. Alors, dans ce cas-ci, on dit avoir une affiliation avec un médecin de famille. Mais moi, j'ouvre la parenthèse qu'au moins d'avoir une affiliation avec une infirmière praticienne en première ligne, mais ce lien relationnel. C'est aussi d'avoir une prestation de soins en équipe. Alors, soit d'avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne qui joue un rôle clé, entourée d'une équipe multidisciplinaire, soit de travailleurs sociaux, physiothérapeutes, psychologues, mais vraiment de travailler en équipe selon les besoins au niveau de la première ligne. On a parlé tout à l'heure des groupes de médecine familiale où l'infirmière et maintenant le travailleur social est intégré dans cette équipe multidisciplinaire. Ça fait que c'est vraiment cette vision-là d'avoir des professionnels en première ligne pour répondre à des services dont notamment on parle de la globalité. Aussi, c'est bon d'avoir une affiliation avec un professionnel de la santé, une équipe professionnelle, mais si on n'a pas accès en temps opportun, souvent, on va consulter dans une autre organisation. Alors, c'est vraiment la vision, c'est d'avoir une équipe puis être capable d'avoir accès en temps opportun. En temps opportun ne veut pas dire accès en 48 heures, mais bien selon les besoins. Ça peut être, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous prochainement, mais je ne suis pas dans une état d'urgence. Alors, je pourrais très bien l'avoir dans 2 semaines, mais quand même rapidement, selon le besoin. C'est aussi, j'en ai parlé, c'est d'avoir une offre de service globale. C'est d'être capable au même point de service dans cette organisation, avoir tant des services de prévention ou d'avoir accès à des services des prélèvements ou des plateaux diagnostiques. C'est vraiment une offre de service globale qu'on dit. Aussi, on parle de continuité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir une relation avec un professionnel, mais d'avoir cette relation avec un professionnel ou avec une équipe dans le temps. C'est important, cette continuité de service. Madame Argerty, Gina Argerty, qui est une sommité sur les outils de mesure de la continuité, fait la distinction entre 3 types de continuité. On a la continuité relationnelle, alors d'avoir une relation personnalisée ou qui dans le temps avec le même professionnel. On peut avoir une continuité informationnelle. Alors, dans une organisation, indépendamment que ce n'est pas le même professionnel, mais si l'information clinique circule entre les membres de l'équipe, on appelle une continuité informationnelle. Souvent, le dossier médical électronique permet d'avoir cette continuité. On parle beaucoup que ça empêche la duplication de services si on a cette continuité informationnelle. Et aussi, on parle d'une continuité management. C'est vraiment, est-ce qu'il y a une coordination intra-équipe et inter-organisationnelle pour les soins du patient? Fait que c'est vraiment, on la traduit beaucoup sur la coordination des services. Une des composantes clés du Patient Medical Home, c'est vraiment le dossier médical électronique.
Ici au Québec, on est vraiment en retard sur cette dimension-là. Depuis quelques années, ça s'est vraiment accéléré, mais c'est un peu particulier de penser que on a tous maintenant très bien intégré la technologie dans nos vies, dans l'académique. Mais quand on va chez le médecin, c'est assez particulier de voir qu'on est encore manuscrit ou scanné. Fait que c'est, selon eux, vraiment un modèle performant. Il y a vraiment un dossier médical électronique qui permet même d'avoir le dossier intégré, fait que les différentes composantes du dossier. Et bien entendu, ce qui est bien, il promeut vraiment de l'éducation continue, de la participation à la recherche. C'est une des composantes des 10, fait que je trouve ça important de le rappeler, vraiment que les professionnels, comme tout autre professionnel de toute façon, demandent de la formation continue, mais aussi de participer à des projets de recherche. Et je pense que ça va de pair avec le dossier médical électronique. La 9e composante, c'est vraiment une évaluation et amélioration de la qualité. Alors, vraiment, d'avoir un dossier médical électronique, pour moi, ça va de pair parce que ça permet ce monitoring-là, mais il est possible de faire ce monitoring-là sans la technologie, mais c'est facilitant. Alors, comment on peut, comme équipe, se donner des objectifs? Comment on peut suivre notre portrait de performance? Je pense que c'est vraiment pour tout le monde, quand on travaille, on a un reflet un peu de son bulletin. T'sais, quand on va à l'école, on a un peu vert, rouge, jaune, mais au moins ces signaux-là pour nous donner une pratique réflexive. Alors, c'est vraiment une composante clé. Et finalement, vraiment d'avoir le soutien interne et externe des autres acteurs pour s'améliorer. Alors, je pense que ces différentes composantes-là, ça permet vraiment de dire c'est quoi un modèle de première ligne idéal. Alors, comme je vous ai dit, les services de première ligne, c'est important dans un système de santé performant. Les experts, moi je suis une petite experte québécoise, mais il y a beaucoup d'experts des sommités internationales, dont notamment Barbara Starfield qui a marqué l'histoire. Souvent, si vous lisez un article qui touche l'Organisation des services de première ligne, Starfield va certainement être en référence. Elle a écrit des ouvrages importants, Primary Care. Et elle est décédée récemment, mais très récemment. Alors, le JAMA a organisé à travers les 4 des plus grandes sommités à travers le monde une réflexion sur les enjeux de développement des services de première ligne. Alors, je vous invite à consulter ces capsules-là. Je vous les ai mis le lien. Ça s'appelle Redesigning Primary Care. C'est une date de discussion des 4 sommités et la partie 1 est très intéressante. Et je vous suggère fortement aussi de voir la partie 2 parce qu'elle est tout aussi intéressante. Et de manière, sur une base volontaire, il y a aussi la partie 3-4, mais ça, je vous le recommande facultatif. Mais j'aimerais vraiment que vous consultiez les 2 premières capsules qui est avec ces 4 sommités-là. La première capsule est de 8 minutes et la suivante est de 9 minutes. Maintenant que vous avez écouté les sommités internationales sur leur réflexion quant aux transformations des organisations de services de première ligne à faire dans un contexte contemporain, je vous invite à visionner une conférence qui a eu lieu récemment à l'Université de Montréal qui était organisée par le réseau de recherche sur les services de première ligne. Et c'est une table de discussion qui était avec Gina Arghetti, moi-même et un patient, André Néron, qui parle des enjeux d'accessibilité aux services de première ligne. Alors, je vous invite à consulter cette capsule qui est en ligne. Le deuxième objectif, c'est connaître les différents modèles de performance des services de première ligne. Il y a différents modèles qui existent, dont le modèle de Bill Hogg, que je vous invite à lire l'article passionnément. Je pense que c'est un article intéressant qui est spécifiquement pour analyser la performance des organisations de première ligne. Il y a aussi un de mes collègues, Dr. Nicolas Sen, qui est un collègue en Suisse, qui a travaillé avec quelques collaborateurs pour faire un métamodèle de performance des organisations de première ligne. La stratégie était qu'ils ont analysé 7 cadres conceptuels qui portaient spécifiquement sur les modèles de performance de première ligne et ils ont sorti les caractéristiques clés de ces différents modèles pour proposer un modèle générique holistique. Alors, je vous invite à consulter la capsule vidéo de Nicolas Sen.
La capsule est un petit peu différente dans le sens que Nicolas Sen est en Suisse. C'est un des seuls chercheurs qui est en Suisse, qui est spécialisé sur l'analyse des services de première ligne. Alors, on a fait la capsule en différé. Alors, M. Sen, avec un logiciel, il présente sa présentation, puis on a la caméra dans le coin. Alors, vous le voyez de manière dynamique avec un zoom sur sa présentation, et sa présentation est également disponible sur le site web. Bon, ben maintenant qu'on a parlé des modèles, métamodèles pour analyser les organisations de première ligne, dans les organisations de première ligne ou en parallèle, on met plusieurs innovations pour améliorer les services de première ligne. Alors, j'aimerais vous parler de deux innovations particulières qui ont été mises en place au Québec et dans d'autres provinces et pays là, pour améliorer les services de première ligne ou une partie. Notamment, un au Québec, c'est les guichets d'accès aux clientèles orphelines. Comme je vous ai dit, on a des problèmes d'affiliation professionnelle. Alors, au Québec, on a pensé centraliser les demandes des patients orphelins pour centraliser l'offre. Il n'y a pas juste le Québec qui a pensé à ça. Il y a 7 provinces maintenant au Canada qui ont un certain guichet d'accès centralisé qu'on peut appeler. Alors, je vous invite à aller voir la capsule vidéo de Mylène Breton qui vous explique c'est quoi les guichets d'accès aux clientèles orphelines. Notez que la capsule porte sur qu'est-ce qu'était un guichet centralisé avant avril 2016, avant les changements, mais peut-être juste vous apprendre que les changements qui ont eu lieu récemment, qu'on appelle plus ça les GACO, les guichets d'accès aux clientèles orphelines, mais bien maintenant, c'est les GAM, guichets d'accès aux médecins de famille. Puis le grand changement qui a eu lieu, c'est vraiment l'inscription n'est plus à l'échelle locale, mais vraiment l'inscription est rendue provinciale dans un système d'inscription centralisé. Mais tout le reste de la mécanisme qu'on va vous expliquer existe toujours. Alors, une innovation qui a été développée pour améliorer l'accès en temps opportun, ça a été développé par Dr. Murray aux États-Unis, qui est vraiment l'accès adapté basé sur des principes de gestion des opérations. Comment être capable de donner une offre de service rapidement? C'est même sans limiter, ce n'est pas seulement une modification des horaires, des prises de rendez-vous, mais c'est quand même une composante majeure qui est comment pour un médecin de famille ou une infirmière praticienne en première ligne, il n'est pas tous ces rendez-vous de réserver 2 mois en avance pour plus avoir de disponibilité. Alors, Dr. Murray a regardé les principes de gestion des opérations en donnant des principes pour mieux équilibrer son horaire et aussi de travailler plus en collaboration avec d'autres professionnels pour vraiment permettre une meilleure réponse, pas une meilleure réponse, une réponse plus rapide. Alors, je vous invite à consulter la capsule vidéo réalisée par Lara Maillet et Sabina Malam, qui est 2 stagiaires postdoctorales au Centre de recherche de l'hôpital Charlemagne. Et toutes les 2 ont travaillé sur l'analyse de l'accès adapté. Alors, elles vont vous présenter les principes directeurs de l'accès adapté. Et aussi en complémentarité, je vous inviterai à lire l'article qui était écrit par Dr. Murray sur les principes directeurs. Alors, ça vous permet vraiment de comprendre une innovation qui est très, très contemporaine. Tout le monde en parle. Au Québec, l'année passée, jusqu'à maintenant, il y a près de 2000 professionnels de la santé qui ont eu une formation sur l'accès adapté. Et c'est une grande recommandation qui est même écrite dans le projet de loi 20, qui est recommandée par la Fédération des médecins omnipraticiens. Et c'est vraiment une volonté que les médecins y adhèrent. Et je vous dirais qu'il y a un consensus aussi par les médecins de famille d'y adhérer. Alors, je vous invite à découvrir qu'est-ce que l'accès adapté. Alors, c'est un cours chargé. Quand on s'intéresse au modèle organisationnel de première ligne, on aurait pu faire beaucoup plus d'heures consacrées à ce projet, à cette thématique qui est très palpitante, passionnante. Mais si on revient sur notre exercice,
On a vu, on a vu différents concepts. On a vu c'est quoi les services de première ligne. On s'est intéressé au métamodèle de performance. On s'est intéressé sur les défis contemporains de redessiner ou développer une offre de services, des services de première ligne performants. On a vu un des modèles les plus en vogue, qui est le Patient Center Medical Home, qui nous donne vraiment des attributs souhaités d'une première ligne performante. On a entendu différentes innovations en parallèle ou en complémentarité de ces organisations de première ligne pour améliorer les services de première ligne. Et maintenant, avec toutes ces notions-là, on revient plus spécifique sur un modèle organisationnel de première ligne québécois, qui est les groupes de médecine familiale. On en a abordé un petit peu les dimensions. Vous avez lu un article scientifique sur les GMF qui a été écrit en 2010 par moi-même et des collègues. Et maintenant, j'aimerais qu'on discute, qu'on analyse ce modèle des groupes de médecine familiale. Je vous propose de prendre la lentille du modèle de Bill Hogg, son modèle de performance, qui est Structure and Process Delivery. Fait que vraiment de regarder les attributs de l'organisation que des effets sur l'expérience de soins. Puis qu'on réfléchisse ensemble sur les groupes de médecine familiale aujourd'hui. C'est quoi ses composantes, ses principales forces? C'est quoi ses principales faiblesses? Quelles devraient être les améliorations? Il y a énormément de matériel aussi qui peut vous guider dans cette réflexion-là. Vous pouvez notamment voir le rapport du vérificateur général du Québec qui portait un regard critique quand même sur les groupes de médecine familiale. Il y a aussi un article qui vient d'être publié sur l'Observatoire des réformes de santé qui est écrit, qui porte sur un peu l'historique des groupes de médecine familiale. Et vous pouvez aussi aller voir, consulter les recommandations par rapport à l'effet de l'intégration des travailleurs sociaux. Alors, on a beaucoup de documentation, mais vraiment, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce que vous comprenez du modèle des GMF? C'est quoi ses composants? Puis on va essayer de l'analyser selon la lecture du modèle de Bill Hogg.